bonjour à toutes et à tous. Je dois d'abord excuser l'absence de Thomas, voilà, qui a une mauvaise grippe et qui est bien déçu de ne pouvoir être ici et partager avec vous ce sujet qui lui tient particulièrement à cœur, hein, de la démocratie en entreprise, et la proposition qu'on a formulée dans l'ouvrage institué le mot à dire sur son travail. Donc je vais partir sur tout d'abord les constats qui sont à l'origine de cette proposition et qui trouvent leur ancrage dans notamment le travail qu'on a conduit ensemble sur le sens du travail. Donc ce qu'on a pu établir, c'est que l'organisation du travail, encore assez majoritairement taylorienne en France, dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur public, et le management par le chiffre ont une responsabilité assez écrasante dans finalement cette aspiration contrariée qu'ont la plupart des salariés à trouver du sens dans leur travail. Ça affecte les trois dimensions du sens. On a vu avec l'économie financiarisée de larges mouvements de restructuration, d'externalisation dans les entreprises qui ont fait que finalement les centres de décision dans les entreprises se sont éloignés des salariés. Certains salariés travaillent dans des entreprises qui sont rachetées par des groupes. C'est presque un salarié sur deux en France qui travaille dans une entreprise qui appartient à un groupe. Donc ça affecte le sentiment d'utilité sociale, finalement, pour qui est-ce qu'on travaille, qui est notre employeur, est-ce qu'on travaille pour les actionnaires ou bien pour les destinataires finaux de notre travail. Ça affecte aussi la cohérence éthique des salariés, car le management par le chiffre conduit à souvent fixer des objectifs aux salariés qui ne reflètent pas ce qui est important pour eux, hein, qui sont des objectifs de gestion, et donc qui leur donnent souvent le sentiment de ne pas pouvoir faire un travail de qualité. Enfin, on a vu au fil des années 90-2000 se réduire l'autonomie au travail pour toutes les catégories socio-professionnelles, et ça affecte ce qu'on a appelé la capacité de développement, c'est-à-dire les conditions qui permettent aux salariés d'avoir de l'autonomie au travail, des marges de manœuvre et de prendre des initiatives dans leur travail. Donc, l'organisation du travail et le management ont une responsabilité écrasante, et parallèlement, les espaces et les canaux par lesquels les salariés pourraient faire entendre leur voix dans ce contexte se sont taris. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Bon, tout d'abord, les espaces et les temps dans le quotidien du travail pour pouvoir échanger avec ses collègues sur le travail, telles les difficultés auxquelles les salariés sont confrontés, eh bien ces espaces et ces temps se sont réduits avec l'intensification du travail, avec aussi l'éclatement des collectifs de travail. Peut-être que d'une certaine manière le télétravail a pu aussi réduire ces temps d'échange. Donc il y a là un enjeu et une place, un temps qui sont moins fréquents que par le passé. Et puis la voie institutionnelle, c'est-à-dire face à une perte de sens du travail, est-ce qu'on peut faire entendre sa voix dans l'entreprise? On a pu mettre en évidence par nos travaux statistiques que les syndicats apparaissent peu comme une ressource pour les salariés en perte de sens du travail. Ils ne pensent pas, ou ils sont peu nombreux en tout cas à penser, que c'est en se tournant vers les représentants du personnel et vers les syndicats qu'ils vont pouvoir faire entendre leur voix sur ce sujet du travail, des conditions de travail et de l'organisation du travail. Or, ce que l'on sait, c'est que pouvoir avoir son mot à dire, participer aux décisions qui concernent son activité de travail, bien ça c'est protecteur de la santé. Alors Thomas l'avait montré dans une publication de la DARES en 2017, Participation des salariés et risques dépressifs, où il montrait que les changements organisationnels, notamment les réorganisations du travail, eh bien, quand les salariés n'étaient pas consultés, ça accroissait les risques dépressifs. On a conduit ce travail sur
avec la perte de sens du travail. Je remonte ce graphique qu'on a déjà eu l'occasion, je pense, de présenter lorsque voilà, on parlait du sens du travail. Donc la hauteur des barres indique la part des salariés qui ont un faible sens du travail. À gauche, vous avez les changements organisationnels. On voit que pour les salariés qui n'ont pas connu de changement organisationnel, alors ça peut être une restructuration, un changement de direction, un déménagement, un plan de licenciement dans l'entreprise, c'est 2 salariés sur 10 qui déclarent trouver très peu de sens à leur travail. Quand, en présence d'un changement organisationnel dans les 12 derniers mois, on voit que les salariés qui ne sont pas informés de ce changement, donc ils l'ont subi sans en être du tout acteurs ni même avertis, eh bien c'est plus de la moitié des salariés qui trouvent peu de sens à leur travail. Lorsqu'ils ont été informés, eh bien on voit que c'est relativement protecteur du sens. En tout cas, ils sont moins nombreux à trouver peu de sens à leur travail. De manière intéressante, avoir été consultés mais pas écoutés, eh bien c'est pire par rapport au sens du travail que d'avoir été informés mais pas consultés. Et puis enfin, quand les salariés ont pu être écoutés et qu'ils ont le sentiment d'avoir pu exercer une influence sur le changement, eh bien on voit qu'ils sont même moins nombreux à trouver peu de sens à leur travail que ceux qui n'ont pas connu de changement. Donc, ce ne sont pas les changements en soi qui posent problème aux salariés, c'est le fait qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur ces changements. Et on pourrait faire le même constat quant à la fixation d'objectifs. Quand les salariés ont la possibilité de discuter, de négocier, d'avoir leur mot à dire sur la nature de ces objectifs, et bien là encore c'est protecteur du sens du travail. Donc la conclusion, c'est qu'il nous semble que avoir son mot à dire sur son travail, son organisation, ses finalités est source d'enjeux. Alors d'enjeux économiques, pourquoi? Parce que si on n'associe pas les salariés à la décision sur ce qui concerne finalement leur travail, leur activité, son organisation, on se prive de leurs connaissances intimes et précieuses sur leur intelligence du travail. Les salariés sont les experts de leur travail. En outre, on voit que ça a des effets sur la santé. On a vu régulièrement commenter les chiffres sur l'absentéisme des salariés. On sait que si les salariés sont exposés à une perte de sens du travail, et bien plus probablement ils seront absents et pour des durées plus longues que ceux qui n'y sont pas exposés. Et enfin, les enjeux démocratiques. Bruno a commencé d'en parler tout à l'heure. Lorsqu'on n'a aucune marge de manœuvre au travail, lorsqu'on n'a pas son mot à dire au travail, que finalement on est l'objet de décisions qui sont prises ailleurs, eh bien ça affecte aussi le hors-travail, le hors-emploi, la sphère politique, citoyenne. Ça, je crois qu'il y a un certain nombre maintenant de travaux qui montrent ce que Thomas a appelé le bras long du travail, c'est-à-dire que on a moins souvent du coup l'appétence ou le goût à être un citoyen aussi actif dans la cité. Alors, du coup, on a vraiment cette idée qu'il faut rénover ou réhabiliter le droit d'expression au travail, mais qu'en disent finalement les acteurs sociaux. Alors, du côté patronal, là je vais aller plus vite puisque Bruno en a déjà parlé, on a vu dans 2 rapports, le rapport des assises du travail et le rapport de Jean, j'ai oublié son prénom, de Barfetti, le manifeste travail, voire formuler finalement un diagnostic assez convergent avec nos analyses sur la dégradation des conditions de travail, des problèmes de sens et de motivation. Mais par contre, là où on diverge, ce sont sur les causes. Autrement dit, alors que dans ces rapports, on met bien en évidence qu'il y a des problèmes à régler, l'organisation du travail n'est jamais questionnée. Et quand le management est questionné, c'est pour regretter qu'il soit insuffisamment bienveillant et insuffisamment bien formé. Donc ce sur quoi achoppent finalement ces rapports, c'est que
l'organisation du travail est non négociable, c'est une prérogative patronale, et ce qu'il préconise au mieux, c'est un dialogue professionnel, mais qui serait laissé à l'initiative des partenaires sociaux et donc à la négociation. Que disent les syndicats sur le droit d'expression directe et collective? Bon, déjà, on peut faire le constat que ce droit est un peu tombé en désuétude après les lois Auroux. Je cite là une étude de l'IRES, donc réalisée par des collègues sociologues sur les groupes d'expression directe et collective, qui montre qu'il y a eu peu d'accords sur ce thème, que souvent ces groupes d'expression étaient à la main des managers et qui remplissaient diverses fonctions, notamment palliatives, c'est-à-dire on fait s'exprimer les salariés sur les problèmes qu'ils rencontrent, mais ça n'est pas suivi de décision, ou bien c'est utilisé comme des vecteurs ou des canaux d'information de la direction envers les salariés, voire pour contourner les syndicats. L'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail de 2013 avait tenté de créer des espaces de discussion, de façon d'ailleurs intéressante, sans faire vraiment référence au groupe de discussion des lois Auroux, en proposant donc aux salariés de s'exprimer sur leur travail, mais là aussi c'était laissé à la négociation collective, et il y a eu peu de suite. L'ANACT a fait une évaluation de cet accord en 2019 qui a montré que finalement il était resté un peu lettre morte. Alors du côté des syndicats, la question du droit d'expression est une question, je pense qu'on va y revenir dans la discussion, assez discutée, voire disputée. Si pour la CFDT, qui avait soutenu le droit d'expression dans le cadre des lois Auroux, elle plaide pour un dialogue professionnel à négocier dans le cadre d'accords QVT, la CGT était au départ plutôt opposée, voilà, aux lois Auroux et au droit d'expression dans le cadre des lois Auroux, mais semble évoluer en prônant un droit d'expression, mais ayant un pouvoir de décision et fortement articulé avec les IRP. Et par contre, EFO est pour le rétablissement des CHSCT, mais est très réservé sur l'expression des salariés. On n'a pas vraiment trouvé dans les autres syndicats, la CFE-CGC ou même à l'UNSA, vraiment de position claire là-dessus, mais ça peut faire l'objet de la discussion. Donc, notre proposition, j'y vais un peu à la serpe, mais c'est de ne pas rester finalement à déléguer à la négociation collective le soin d'organiser l'expression collective sur le travail. Il nous semble qu'il faut créer de nouveaux droits sociaux pour les salariés et pour organiser ce mot à dire sur le travail, et ce d'autant que les ordonnances de 2017 ont supprimé les CHSCT, les délégués du personnel. Donc, nous proposons de créer une nouvelle instance avec des délégués au travail réel et un comité, un nouveau CHSCT, mais qui élargirait ses prérogatives à la délibération sur le travail. L'idée étant d'organiser la prise de parole des salariés sur le travail réel, afin aussi d'améliorer la prévention des atteintes à la santé au travail. Alors ces délégués au travail réel seraient élus, comme les anciens délégués du personnel, avec des missions un peu différentes et sans doute des formations adéquates pour élucider finalement la parole des salariés sur le travail réel. On y reviendra certainement dans la discussion, notamment avec Corinne. Et l'idée, c'est pas seulement de créer une nouvelle IRP, c'est aussi de donner du temps aux salariés dans le cadre du droit d'expression. On propose une demi-journée par mois pour que les salariés puissent participer à des réunions animées par ces délégués au travail réel en l'absence de la hiérarchie, pour pouvoir justement évoquer ce qui fait obstacle à bien travailler, formuler des propositions qui seraient portées à la direction, qui aurait obligation à y répondre dans un délai. Donc au total, permettre aux salariés de faire entendre leur voix nous semble particulièrement important pour les raisons
qu'on a indiquées, et face aux transformations à l'œuvre dans les organisations, que ce soit technologique avec l'introduction de l'IA, on va y revenir, mais aussi écologique, ça implique, selon nous, de bousculer les rapports de pouvoir au sein des organisations. Je m'arrêterai là.